chers petits observateurs, c'est la seule sportive à avoir été élue voiture de l'année en 1978. Et il fallait bien un secret de design avec Philippe Nemeth pour nous parler de cette Porsche 928 S qui en a fait fantasmer toute une génération d'amateurs de voitures exceptionnelles. Elle est là, elle est blanche, je crois que sa couleur c'est Grand Prix. Et le ministre du Design m'a dit « Je suis chaud, bouillant » pour te parler de cette voiture. Ça va, Philippe? Monsieur le Président, bienvenue. Je suis chaud, j'aime beaucoup cette voiture. Ah, ça fait longtemps que tu m'en parles. Oui. Hein. Tu me dis, il faut faire un secret de Elle design. n'est pas à moi, donc on va y faire attention. Ouais. Mais j'adore cette voiture. Elle fait partie de mon top 5 de voitures de rêve. Ah ouais? Ouais, je pense. Je ne sais pas exactement le classement, mais... Et c'est d'ailleurs fou que tu n'en aies pas encore une dans ta collection magnifique. Mais... commence à être cher. Ah hein, ouais. faut chercher dans les poches. Philippe, tu m'as quand même dit, alors on va tout de suite mettre dans les pieds dans le plat, on parlait avant de... On dit, c'est la première vraie Porsche. Oui, ça c'est pour taquiner un petit peu, c'est pas méchant. Pourquoi? En fait, la Porsche 356 des années 50 est un dérivé de la coccinelle. Même architecture moteur en porte-à-faux arrière. Et la 911 de 1963, la première, est un dérivé étroit de la 356. Cette voiture, début des années 70, Porsche a souhaité développer pour remplacer la 911 qui était à l'époque vieillissante. Donc c'est une voiture pour une petite marque, hein, Porsche avec, t'imagines, en début des années 70, la marque avec 20 ans. Et donc cette voiture a été complètement développée de A à Z, la structure, la carrosserie, l'intérieur, le moteur, tout, de A à Z. J'aime bien quand tu dis tout. Tout. 100% Porsche. Ouais. Donc celle-ci, comme tu disais, c'est une 86. Il y a eu plusieurs générations. Il y a eu les toutes premières, donc appellation 928 tout court, qui n'avait pas le petit déflecteur aérodynamique arrière, qui n'avait pas les petites baguettes, qui avait les fameuses jantes téléphone, Ouais. tu sais, qui faisaient penser à un cadran cadran de téléphone. Ensuite, il y a eu les S, il y a eu plusieurs S, hein, de 79 ou 81, jusqu'à fin 86, où ensuite il y a eu les S4 pour 4 soupapes par cylindre. D'accord. Et ensuite, il y a eu GT et GTS, les GTS étant les dernières configurations qui avaient des ailes larges. On la reconnaît, la GTS, avec ses ailes plus larges. Mais c'est la même voiture. À peu de choses près. La genèse de cette voiture est absolument extraordinaire. Et moi, j'invite vraiment les petits observateurs, même ceux qui ne sont pas forcément fans, de lire un peu, de regarder, de voir un peu comment ça s'est passé. C'est presque 7 ans de développement. Et quand le projet était figé, c'était courant 73, j'allais dire 73 pour nos amis suisses, choc pétrolier. Donc le projet a failli être abandonné en 73 à cause du choc pétrolier. Ouais. Et donc finalement la voiture a été présentée en 77, est devenue, comme tu l'as dit, voiture de l'année, la seule voiture de sport qui a eu le titre de voiture de l'année en 78. Donc elle n'a pas eu un succès extraordinaire. Elle devait remplacer la Porsche 911. Et elle a été vendue finalement en presque 20 ans, à peine à 60 000 exemplaires. Pourquoi elle n'a pas marché? Parce que quand on la voit 30 ans après... Cher. Pourquoi? Parce que le développement a coûté un pognon de dingue, comme dirait quelqu'un. Donc la voiture a coûté excessivement cher à développer, à produire, et elle est sortie... À nouveau en 77, on n'était quand même pas dans une euphorie en termes de consommation de carburant. Et donc, pourtant, le cahier des charges était extraordinaire. Donc, un rapport masse 50-50 avec la boîte de vitesse à l'arrière. Alors, ce n'est pas les seuls à avoir fait ça. Mais les ingénieurs de Porsche ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour... diminuer les vibrations ou annuler les vibrations. Parce que le problème d'un moteur longitudinal, si tu mets la boîte de vitesse à l'arrière, tout l'arbre de transmission tourne à la vitesse de vilebrequin. Donc tourne très vite.
et donc tu as fatalement des vibrations. Donc en fait, ils ont développé tout un pont, une cage rigide entre le moteur, la boîte de vitesse et l'arbre de transmission qui est coincé dans ça fait un bloc. Je vous invite à regarder des photos du truc, c'est énorme. En termes de construction, elle est partiellement, en grande partie même en aluminium, et là il y a des trucs intéressants sur le design. Sur le style. Alors je parle beaucoup d'architecture parce que c'est plus important que le style. Pourquoi? Parce que... Alors, l'architecture, d'abord, plus important parce que ce qui va dicter la silhouette de la voiture, c'est d'abord le positionnement. Le positionnement du moteur, la 911 est très particulière en termes de silhouette parce qu'elle a ce moteur en porte-à-faux arrière. Donc, je te coupe, ça veut dire que dans le cahier des charges, il y avait cette volonté aussi de faire une 2+2 avec haillons, parce que depuis le départ, c'était donc les designers devaient en prendre compte. C'est pas eux qui se sont dit tiens, on va s'amuser à faire un haillon. Le cahier des charges, donc le package technique, c'était effectivement 2+2 et un volume. Je ne connais pas le nombre de litres ou de décimètres cubes, mais un volume de coffre suffisant. Porsche visait l'Amérique du Nord, bien évidemment. Et pour l'Amérique du Nord, le moteur V8 s'imposait, sinon on n'est pas sérieux. Enfin, je parle de ces années-là. Mais effectivement, le cahier des charges initial, c'est 2+2. Et pas un 2+2 rikiki. Et là, on était tout à l'heure avec un monsieur de près d'1m90, il était à l'arrière. Ouais. Moi, j'étais devant. Bon, je ne suis pas très grand, j'ai avancé le siège. Mais il n'a pas trop souffert. On peut l'ouvrir le haillon parce que je trouve qu'il explique le style. On peut l'ouvrir des deux côtés. Ah oui? Et ça, c'est un truc magique quand même. C'est-à-dire? Il y a ce petit bouton là que tu tires. Ah, c'est électrique! Et c'était des deux côtés. Excellent! Bon, franchement, c'est ça qui me fascine à chaque fois. Alors, le marron, mais mon Dieu, mais il y a tellement à dire sur les couleurs de cette époque. Sous cette moquette, t'as bon, je vais pas tout le démonter, t'as la roue de secours, en fait, c'est les galettes avant l'heure, elles sont assez larges, mais elles se gonflent, donc elles sont compactes. Et sous cette galette, qui fait 1 cm d'épaisseur, il y a la batterie. Ah merde. Donc la batterie positionnée le plus bas possible Quand tu l'as démarré au câble, il faut enlever tout ça. Ouais. Non, parce qu'il y avait déjà une cosse comme sur les voitures modernes. Il y a un petit, je te montrerai plus tard. Tu vois ces pare-soleils là? Oui. Ça, c'est pour les passagers arrière. Tu les retournes comme ça. Parce que la bulle, c'est une serre. Ouais. Ouais. Alors, en termes de design, le chef designer de l'époque, c'était Anatole Lapin, letton. Soviétique à l'époque, mais enfin, il était de Lettonie. Et donc, ce monsieur travaillait auparavant chez General Motors. Et il a travaillé notamment sur la Corvette Stingray 63. Donc, monsieur Lapin est parti chez Porsche et il a pris une partie de son équipe, dont monsieur Mobius, ou Möbius, comme il y a un umlaut en allemand, Wolfgang, qui est l'auteur du style de cette voiture. C'était le chef de projet. Alors, il y a une inspiration qu'on voit pas forcément qu'on ne lit pas forcément dans les bouquins de genèse de la voiture, mais il y a une inspiration de l'AMC Pacer. Sur en fait, le traitement arrière, hors proportion, c'est la même chose. C'est-à-dire cette grande vitre plate et ces deux petites vitres. Si on regarde une AMC Pacer... Que j'incrusterais, que j'adore. Franchement, j'ai une passion pour cette voiture. Alors, évidemment, la comparaison s'arrête là. Mais il y a une inspiration de style. Parce que l'idée de cette voiture de luxe, mais lumineuse, pour Porsche à l'époque, pour les ingénieurs, les concepteurs de cette voiture, l'idée était de voir à l'extérieur, ce qui est plutôt bien, mais aujourd'hui, il y a des caméras, des trucs, des machins, mais à l'époque, effectivement, si tu n'avais pas de visibilité, c'était un petit peu embêtant. Donc, alors, les interactions design-ingénierie. Il y a beaucoup de panneaux en aluminium. Et l'aluminium est plus compliqué à travailler avec les outils, les process des années 70. Donc en fait, les ingénieurs, alors c'est largement caricatural, on dit bon, designer, faites-nous un truc simple. Ne faites pas des rayons trop acérés, parce qu'il y a un certain nombre de pièces, pas toutes. C'est quoi un rayon? Le rayon, en fait, la nervure, la pliure. Donc en fait, les ingénieurs ont dit ok, le style, une des contraintes sur le style, c'est que vous ne pouvez pas faire d'angle trop vif parce que le process de fabrication des panneaux en alu est un peu plus contraignant. Deuxième chose, en fait, il y a plein d'innovations dans cette voiture. Les pare-chocs, il n'y a pas de pare-choc, ni à l'avant ni à l'arrière. Et ça, c'est toute première. Il y avait déjà, c'est plus marquant à l'arrière, d'avoir en fait des pare-chocs complètement intégrés. Et ça a été
Je ne t'ai pas coupé aussi, mais effectivement, tu es allé un peu vite. Quand tu dis il n'y a pas de pare-choc, en fait, il y a des pare-chocs, mais voilà, ils sont, en fait, voilà, esthétiquement, ils sont complètement... voilà, pour que les gens comprennent. Ouais. Et le choc 5 km/h, j'ai un peu vite pour ceux qui... Aux États-Unis, la loi obligeait que un pare-choc ne devait pas se déformer jusqu'à 5 km/h. Pardon, 5 miles. 5 miles, oui, donc c'est plutôt 7. Il devait reprendre sa forme, en fait. Donc souvent, on voyait des pare-chocs avec des petits accordéons, d'ailleurs, tu sais, voilà. Et là, c'est la même chose. Le panneau arrière est le plus symptomatique. L'arrière de cette voiture, en termes de style, il n'y a pas de pare-choc rapporté, il n'y a pas de chrome, il n'y a pas de caoutchouc, il n'y a pas de... C'est très moderne aujourd'hui. C'est un galet. Ouais, et d'ailleurs, les premières séries, le propriétaire préfère les toutes premières séries qui n'avaient pas l'aileron ni les baguettes, qui ne sont pas collées. Il m'a dit, si elles avaient été collées, je les aurais enlevées. Enfin, pour revenir à ces pièces avant et arrière, elles sont en polyuréthane. Et les équipes techniques ont souhaité se débarrasser de ces pare-chocs intégrés pour mettre des pare-chocs traditionnels. Parce que c'était plus compliqué, notamment au niveau de la peinture. Attends, j'ai pas suivi. En fait, là, c'est du polyuréthane, c'est-à-dire en gros de la synthèse plastique ou je ne sais quoi. À un moment du développement. Ouais. Pour effectivement, lorsqu'ils ont commencé à travailler sur tous les outils, en fait, de la programmation, de la fabrication en série. À un moment, les ingénieurs, les équipes techniques ont dit bon, peut-être que ça c'était mignon, mais on va peut-être mettre des pare-chocs normaux pour pouvoir le fabriquer. Et la direction générale dit non, ça c'est le design. C'est ça qu'on a retenu, on veut ça. D'accord. On a validé ce projet parce qu'il y a toujours des évolutions dans les projets. On veut ça. Et donc, alors d'après les écrits que j'ai pu lire, les Porsche a été voir des dizaines et des dizaines de sous-traitants peinture pour avoir une société qui soit capable de peindre correctement. Parce que le pare-choc est mou. Et à l'époque, les peintures n'avaient pas l'élasticité des peintures d'aujourd'hui. Et apparemment, c'est une peinture bicomposant sur les pare-chocs polyuréthane. Donc avant-arrière, par rapport. Et t'imagines aujourd'hui. C'est complètement. Non, mais moi, je ne dis rien, j'essaye de rester calme. Mais je trouve. Est-ce que tu es d'accord avec moi que, justement, le fait qu'il n'y ait pas de pare-choc ça lui confère une modernité 30 ans plus tard. Oui. Souvent, les pare-chocs en inox, machin, datent les voitures. Là, c'est merveilleux. Comme Alors, bon, ce qui fait dater, bien évidemment, c'est les feux avec les petites vis, etc. etc. Mais il faut regarder sur cette voiture que tout est spécifique. Il n'y a pas de... Comme je dis souvent, le carry-over, donc des pièces qui sont... alors, tu vas me dire, oui, il y a peut-être un ou deux switches, j'en sais rien. Même pas, je crois pas. Je ne suis même pas sûr. Alors, regarde la cinématique d'essuie-glace. Ouais. Si tu avais qu'un seul bras, l'essuie-glace, il ferait ça. Ouais. Et donc, il ferait ça. Mais le fait d'avoir ce double bras, il va plus loin. Mais tu te rends compte l'ingénierie pour il va plus loin, hein? Oui. Alors, l'aérodynamique a dicté aussi. La voiture devait être aérodynamique. Et contrairement à ce qu'on peut croire, le CX, donc coefficient de pénétration dans l'air, est un chouïa moins bon que sur une 911. Ah ouais? Et on sait pourquoi? Parce qu'il y a un gros moteur à l'avant. Elle est plus haute qu'une 911 et il y a toutes les entrées d'air, forcément, d'alimentation d'air et de refroidissement à l'avant. Donc elle a un CX très légèrement qui est 39 points, qui peut paraître nul aujourd'hui. Enfin, pas très, ça peut paraître assez élevé. Oh, il est propre le moteur aussi. On dit ça à chaque donc fois. Mais là, ça se sent quand même. Particulièrement. Alors, il y a un truc génial aussi. Le lave-glace, il est là. Ouais. Okay. Et là, il y a un autre réservoir. Toutes les 928. C'est pour l'arrière, c'est ça? Non. Ah, vas-y, je ne sais pas. C'est pour un produit pour nettoyer le pare-brise, la gomme. Quand tu fais du circuit, tu prends plein de gomme de pneus. Ouais. Et donc, sur circuit, la voiture n'est pas du tout faite pour circuit. Oui. Hein, non, mais tu déconnes, il y a deux lave-glaces. Non, quand tu es sur... Là, c'est pour mettre un liquide, un détergent. J'espère qu'on le trouve encore en vente, ce détergent-là. Mais c'est génial. Je suis d'accord. Alors là, tu vois, il y a deux têtes d'allumeur. Oui. Ça, c'est les S, les dernières séries des S. Ouais. Et ces deux têtes, forcément, c'est ce qui donne l'étincelle, l'allumage. Hein. Et en fait, ces deux modules sont reliés par une courroie qui est forcément synchronisée pour que l'allumage... Donc, il y a une courroie derrière. Alors, cette voiture a une courroie de distribution qui était la plus longue courroie sur une automobile, 2 mètres de long. Donc les mécanos adorent, tu peux imaginer. Donc la courroie, il y a un certain nombre d'éléments. Alors c'est un cauchemar pour les mécanos, t'as pas de place. Alors moteur développé de A à Z par Porsche, c'était un nouveau moteur. C'est pas une évolution c'est pas le fameux Flat 4 ou Flat 6. C'est un moteur V8
qui dans ses premières configurations était de 4,5 litres seulement. Celle-ci, c'est une 5 litres et ça a été poussé, il me semble, à 5 litres 4. Mais en fait, le bloc est suffisamment gras pour être à 5 litres 4, mais au début, choc pétrolier, les premières Porsche 928 sont sorties un petit peu avec un peu moins de puissance et de moins de cylindrée. Donc pour être sûr d'avoir un moteur solide. Tu vois, comme Et il développait reculé, combien de puissance? Celle-ci a 320 chevaux, mais elles ont commencé à 240, il me semble. Je t'ai coupé, pardon. Ouais. Tu disais non, mais tu vois, comme le moteur est reculé, donc c'est vraiment l'équilibre 50-50 avec le moteur qui est relativement compact. C'était aussi un défi des ingénieurs de faire le moteur le plus plat possible. Alors c'est un V ouvert à 90 degrés, c'est pas les seuls à faire ça, mais par rapport à un V à 180 qui est un moteur à plat. Mais donc le choix du V, donc il fait apparemment 75 cm de hauteur, qui à l'époque était un exploit de compacité. En fait, parce que évidemment, plus le moteur est bas, plus le centre de gravité est bas, enfin, etc. C'est QF2. T'as assez de lumière, Julien, parce que c'est très sombre. Mais l'intérieur chocolat. Peut-être fermer le capot, peut-être, non? Peut-être. Ah voilà, attends, on va refaire, mais déjà rien que ça. Franchement, là on dirait une lampe de salon, tu sais, on se croirait, c'est les 70. Et la petite loupiote, là, regarde comme c'est mimi, ça. J'adore l'automobile, moi, regarde ça, si c'est pas merveilleux. Hein? Ah, je me suis tellement fait allumer, moi, sur ma Lancia. Là, il a mis des ampoules LED, là. Il a fait comme moi. Bon, enfin, c'est pas le sujet. Mais. Hein? Assassin, ouais, les gens étaient prêts à m'envoyer au bûcher. Regarde, mais regarde comme c'est beau, ça. C'est quoi les trucs en rouge sur le côté? C'est un ordinateur de bord, hein? Non, en fait, c'est juste les témoins qui, en plus. Non, mais il y a des phrases, là, j'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à lire. Mais qu'est-ce qu'il. Kit de frein, plaquette de frein, frein à main, niveau d'huile. Donc tout est personnalisé, tu vois. Mais c'est trop mignon, combi, c'est élégant. En fait, c'est le. Bah, si, on va y arriver. Regarde. Le réglage du volant. Regarde. Ah, oui, j'avais oublié ça. T'as tout le combiné qui bouge avec toi. Mais c'est extraordinaire. Redis-le-moi. C'est extraordinaire. Regarde la beauté de ce volant. Non, mais c'est beau, je suis d'accord avec toi. C'est magnifique. Alors, celle-ci avait l'option étendue cuir. Donc, tu vois, tout est sur la planche de bord. Alors, c'est une boîte aux vitesses automatique. C'est une boîte Mercedes. Ouais. 4 vitesses, mais il faut savoir 80% de la production de 928 était en boîte automatique. Qui lui va très bien parce que c'est une grosse GT lourde qui est très très bien sur des voies rapides, sur l'autoroute. Donc il faut pas. Ça, c'était pas fait par ordinateur. Il y a un mec qui s'est dit je veux se toucher ce truc. Ça rentre parfaitement pour le doigt. C'est vraiment la taille du doigt. Oui, il y a un petit crochet, je sais pas si les gens le sentent. Tu vois, ça serait pas essentiel que ça soit la taille d'un doigt, si tu veux. Mais je pense que ça vient de là. Alors c'est marrant, il y a pas de, il y a l'accordéon et la petite flèche. Bon, il y a quand même un rappel. Elle est où la petite flèche? La petite flèche là. Ah ouais. Tu vois le pointeur. Qui sert pas à grand chose parce que tu l'as au tableau de bord. Ouais. Mais peut-être qu'au début c'était pas prévu d'avoir au tableau de bord. À mon avis non. Ouais. Alors, la clé aussi, t'as la petite lampe. Ah, qui marche. Ouais, c'est pas une télécommande, hein. C'était juste pour viser, trouver la. Mais les BM avaient ça. Mon Alante aussi, ça marchait pas, mais il y avait. La voiture de Benoît, ça marche. Alors, ce qui vieillit atrocement, c'est les tolérances. Les tolérances, c'est-à-dire les jeux qu'il y a là, tu compares à une voiture moderne, ça fait vraiment. Alors, ça, c'est tout ce qu'on évite aujourd'hui, d'avoir en fait de voir la tranche visible. Oui. Parce que si c'est pas parfaitement aligné, forcément, c'est comme. Oui, c'est pour ça qu'on essaie de la faire en dessous maintenant. Absolument. Ouais. C'est le premier concept de qualité perçue. Bon, dans les années 70, on savait pas ça. Alors, pour revenir à ta question, écoute, moi, le volant, je le trouve encore vachement moderne. Là, ils avaient déjà cette console qui, en termes d'esthétique, je trouve très moderne. Les sièges complètement intégrés, sans repose-tête, etc. Et alors, cette console centrale, ça, c'était un truc assez nouveau, qui est dû au fait qu'il y a l'arbre de transmission et pas juste l'arbre de transmission, tout ce caisson en fait qui relie le moteur à la boîte. Et donc forcément il y a ce tunnel énorme et ça c'était un peu apparemment un peu perturbant pour un certain nombre de personnes, notamment des ingénieurs, perturbant même dans une voiture de sport d'avoir cette séparation. D'accord. C'était, je sais pas, il y a eu une réflexion d'un ingénieur, c'est la bonne voiture de jésuite. Ah ouais, pourquoi quel rapport avec les jésuites? D'être seul ou cloisonné, tu vois, séparé. L'esprit mal passé. Ah oui, d'accord. Ah oui, première voiture à réservoir en plastique.
Ah oui? Réservoir d'essence en plastique. C'est-à-dire que toutes les autres voitures avant, c'est des réservoirs en C'est de la fer. ferraille, oui. Qui rouillaient, donc qui leur permettait d'avoir une forme beaucoup plus complexe et donc optimiser J'ai effectivement compris. le centre de gravité, etc., etc. Alors ça touche pas le travail des stylistes, mais ça fait partie de l'engineering du développement de cette voiture. Après, il y avait des problèmes aussi dans le réservoir d'essence où généralement c'est compartimenté. Donc apparemment, ils ont été voir des sous-traitants pour modifier le moule, c'est un automoulage, pour modifier le process, pour intégrer effectivement cette spécificité. Pour pas qu'il y ait des changements de masse avec l'essence qui passe d'un côté ou de l'autre de vitesse. Il y a eu en fait une modification à l'intérieur. Donc tu vois quand même jusqu'où, et comme on a vu tout à l'heure, même les boutons pour ouvrir la malle qui se fait électriquement. Enfin, quand même. Alors même si cette voiture est de 86, c'est une voiture de 77 en termes de... Dernière question, on va ressortir dehors pour la voir, mais si tu devais donner à tes étudiants comme sujet, faites-moi la 928 moderne, qu'est-ce que tu changerais et qu'est-ce que tu garderais? C'est chiant. Je pense que c'est incontestablement les ouvrants, tout ce vitrage et qui est presque... qui est enveloppant, qui enveloppe et qui, sur une voiture moderne, sans doute qu'on peindrait ça en noir, donc on a eu l'illusion d'avoir en fait un bandeau, mais qui esthétiquement la changerait, la transformerait complètement. Donc d'avoir en fait beaucoup d'ouvrants, mais en bloc. Un bloc, deux blocs, trois blocs. J'ai pas compris. En fait, aujourd'hui, en design, on appelle ça le DLO, Daylight Opening. Sur une voiture moderne, sans doute qu'on relierait graphiquement ces éléments. Que ça serait tout comme sur un Range Rover, par exemple, ou sur une Mini. D'accord. On aurait en fait... presque avoir l'impression d'une cage de verre, quoi. Voilà, et un toit flottant. Et là, le fait que ces éléments soient... Et en plus, tu vois, sur une voiture... C'est rare d'avoir sur une voiture de sport, d'avoir un montant aussi épais. On parlait d'IGS, mais une IGS, c'est quelque chose de beaucoup plus fin. Donc volontairement, en termes de style, tu as cet encadrement qui aussi, on parlait sur le reportage des classes S de la solidité perçue. Et ça donne une impression. Après, bon, le bruit aussi. D'autres qualités. Refais-le-moi. Refais-le-moi. Ça te plaît, hein? Oui, parce que... Mais oui, mais... Vas-y. Il y a beaucoup de psychologie aussi, hein, malgré tout, dans la perception des choses. Oui, non, mais c'est de la perception. Non, mais alors, moi, j'ai posé ma question plus directement, c'est intéressant sur les ouvrants. Mais est-ce que tu dis c'était parce qu'on ne savait pas plier la luque qu'on a fait des choses simples? On ne savait pas. Ouais, enfin, c'était cher, pardon. Non, mais... Dans le process de fabrication en grande série. En fait, ma question, je ne sais même pas si je le mettrai au montage. Mais est-ce qu'on aurait intérêt à compliquer cette ligne-là? Moi, spontanément, j'ai envie de te dire non, ça me paraît parfait. C'est pour ça que je te pose la question, sachant ce que tu disais aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ferais d'autres plis, d'autres choses? Non, mais peut-être on joue, il y aurait peut-être un petit peu plus de jeu, de transition. Tu vois, là, on est pratiquement sur un rayon constant. Pas que ça soit moche, hein. Mais tu aurais sans doute plus de subtilité qu'on ne voit pas du premier regard. Sur à nouveau sur des rayons qui viennent mourir, il y aurait un petit peu comme la subtilité que tu as dans ton téléphone portable. Ça, pareil, mais quand tu regardes de près, effectivement, tout est vraiment chiadé, pardon l'expression. Donc non, je pense qu'on garderait ces feux qui sont... c'est le truc... Non, elle est vraiment inclassable. Je suis d'accord. Elle est inclassable en termes de style. Okay. Bon, Philippe, on lance un appel aux dons pour que tu puisses en avoir une dans ta collection. Ça vaut combien une voiture comme ça aujourd'hui? Tu as une idée? C'est quoi? Je dirais 30 000, moi. Entre 10 et 60. Oh là là, à ce point-là, ouais. Donc à 15. Alors non, vraiment, c'est parce que je regarde activement sur le. Non, je pense que il faut compter quand même 20, 25 pour. Après, il y a la grosse évolution, c'est les S4. Donc S4 donc qui sont les moteurs à 4 soupapes par cylindre. Les anciennes, les 928 et 928S sont un petit peu moins recherchés aujourd'hui. Donc les consommateurs, enfin les amateurs ou les prix s'envolent beaucoup sur les GT et GTS. Donc c'est vraiment les dernières configurations des dernières années. Mais après, c'est comme pour tout. Hein. L'entretien, c'est des voitures qui
comme toute voiture, n'aime pas L'à peu près. l'à peu près, qui n'aime pas être immobilisé. Le propriétaire me disait, si tu en cherches une, n'aie pas peur de kilométrage. Il vaut mieux 200 000 kilomètres. J'entends toujours ça, Ouais, mais une c'est voiture hyper suivie. hyper suivie. Ouais. Bah, moi, je lui ai dit, je cherche une voiture à remettre en état, donc il me prend pour un fou. Ouais. Mais tu veux vraiment le faire? Bah, ça me plairait bien. Je veux pas mettre trop sur la table, mais ça fait un peu peur aussi. Mais il y a des spécialistes aussi, qui sont des... Ok, merci Philippe, on pourrait t'écouter des heures. Ah ben avec plaisir, Hein? mais ça me... À nouveau, Non, mais je sais, ça je m'a sais. fait très plaisir parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup et le propriétaire est sympa. Ouais, merci au propriétaire, il se reconnaîtra de nous faire ces cadeaux. Ben, on va se retrouver sur un autre secret de design avec Philippe Nemeth. Je rappelle pour ceux qui veulent, il donne des cours de design. Philippe Nemeth Consulting, tu donnes plusieurs fois dans l'année des cours ici, voilà. Donc voilà, c'est la vraie vie. Je vous dis à bientôt et à très vite.